Avec jusqu'à 21h, Ophélie Roch, bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir à Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir à vous Mathieu Grimpret. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant, essayiste. Vous avez fondé un cabinet qui s'appelle Objectif Post-Bac. Alors oui, qui n'existe plus. Qui n'existe plus, donc on n'en parle plus. Par contre, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un livre. Ça s'appelle Bullshit Bienveillance, en bon français et anglais. Enquête sur la psychologie positive à l'école. Et alors, vous qui avez enseigné, comme vous avez l'habitude de dire, de Bac-5 à Bac+5, ça commence par une lettre réelle de parents d'élèves qui vous écrivent et qui, en gros, vous disent en fait, vous avez donné une punition à mon fils, c'est un élève de 5e, je crois. C'est ça. Mais vous voyez, il est au potentiel, il est un peu sensible, donc la punition, en fait, il la fera pas. Et puis en gros, ces méthodes d'enseignement, nous on n'est pas pour. Et donc, ce que vous dénoncez, pas que, mais en entame de ce livre, c'est une vision un peu consumériste des parents d'élèves, comme s'ils étaient un peu à l'hôtel. C'est-à-dire qu'en gros, ils appellent le room service, ils voudraient un coca bien frais avec des glaçons et du citron. Et puis, ils voudraient que la clim soit plutôt à 23 qu'à 21 parce qu'il fait un petit peu trop froid. Et l'école, c'est pas ça, Mathieu Grimpret ? L'école, c'est pas ça. Alors dans cet exemple, cette anecdote, vous avez un peu les deux travers de ce que je dénonce, de ce que j'appelle le psychosystème de la bullshit bienveillance. C'est-à-dire, d'une part, la contestation de l'autorité, puisqu'évidemment, elle est bafouée. L'autorité du prof est complètement bafouée. Et d'ailleurs, je souligne que ne s'y substitue pas l'autorité des parents. C'est au contraire la démission des parents qui se substitue à l'autorité du prof. Ça s'inverse en plus, parce que c'est une autorité, mais qui se met sur le prof et pas sur l'élève. Oui, alors par ailleurs, en effet, c'est... Vous recevez limite une claque ou une fessée de la part des parents. Oui, c'est ça. Et là, c'est le deuxième point, à savoir ce subjectivisme triomphant, le caractère spécial, le caractère complètement hors norme de l'élève, de l'enfant, qui est souligné et qui justifie précisément ce refus de l'autorité professorale. Donc vous en avez eu marre. Vous avez eu marre aussi peut-être d'un système entier en disant que, sans citer de nom, mais il y a eu des écoles, comment dirais-je, parallèles au système scolaire et qui sont certes des établissements privés, mais vous comprenez qu'on prenait l'élève par la main et on lui donnait des cubes parce que ça marchait mieux pour apprendre les maths, etc. Il y a aussi ça, c'est-à-dire c'est un enseignement parallèle où finalement on oublie la base, le dogme principal de l'enseignement. Alors, sans doute qu'à l'origine, ce sont des écoles parallèles. Ce qu'on appelle le pédagogisme trouve ses racines dans l'école nouvelle qui remonte à plus d'un siècle. Mais ce que j'explique et ce que je raconte dans ce livre, où je retrace la généalogie du phénomène de la bullshit bienveillance, c'est que c'est devenu la norme. C'est devenu la norme quasi ministérielle. Vous avez des institutions comme la Cour des comptes, et puis a fortiori, bien sûr, l'Éducation nationale, qui expliquent que le bien-être de l'élève, qui resterait à définir, doit être considéré désormais par le corps enseignant comme l'une des missions prioritaires de l'école, le bien-être de l'élève. Dans sa conférence... Au nom de l'évolution de l'espèce, presque. En disant on n'est plus au XIIe siècle. J'aimerais que ce soit complètement darwinien. À la limite, moi je veux bien. Mais ça ne l'est pas. Si on assume le darwinisme, assumons-le jusqu'au bout. Et à ce moment-là, je pense qu'il y en a qui auront des surprises parce que la lutte pour la survie risque de faire des dégâts. Mais dans sa conférence de rentrée il y a quelques jours, Elisabeth Borne a souligné 6 priorités. Et dans ces 6 priorités, vous n'aviez qu'une priorité qui concernait le savoir. Tout le reste concerne des missions annexes qu'on a assignées à l'école et qui en réalité ne correspondent pas à sa mission, j'allais dire essentielle, qui est l'instruction. Je donne pas la parole tout de suite à Ophélie Roch parce qu'elle est dans le bain aussi, elle est enseignante, mais Raphaël Steinville a une question. Oui, le drame de l'éducation nationale aujourd'hui, est-ce que finalement, plus que la succession des ministres de l'éducation nationale depuis maintenant 2022, où je crois qu'on en sera à notre 6e ou 7e Non, 8e, on est au 8e là, on va être au 8e. Est-ce que c'est pas le fait que l'autorité finalement, ceux qui pèsent et qui infusent dans l'éducation nationale, malgré un certain nombre d'alertes, ce sont toujours et encore les pédagogistes?
Alors, oui et non. Il y a des traces de pédagogisme, mais justement, la thèse que moi je soutiens après avoir étudié tout ça, c'est qu'en réalité, le pédagogisme a fait son temps et a abouti sur l'école vidée de sa substance. Le pédagogisme a abouti à la vitrification de l'école, c'est-à-dire que dans la lutte entre le maître et l'élève, finalement, il n'y a pas de gagnant. Le maître comme l'élève sont des perdants. Et sur ce vide, la nature ayant horreur du vide, la bullshit bienveillance et la psychologie positive se sont installées, alors prolongeant bien sûr un certain nombre de principes entre guillemets du pédagogisme, mais affichant très clairement le programme. Le programme est de mettre le bien-être de l'élève au centre du système. Donc il y a à la fois une distinction avec le pédagogisme de ce point de vue-là, et je dirais que c'est le pédagogisme en pire. Parce que finalement, le pédagogisme, certes, prétendait mettre l'élève au centre du système scolaire et lui donner le pouvoir de construire son savoir, mais au moins on continue à s'intéresser au savoir. Là, avec la psychologie positive, le savoir est complètement bazardé. Il est complètement évacué. Et alors, vous poursuivez votre livre avec une conversation avec une prof de 73 ans qui a bien analysé toutes les choses avec vous. Et on parle de différentes figures et différents courants plutôt de l'enseignement, notamment les laborantins. Alors, elle vous explique ce que c'est que les laborantins. On arrive à Philippe Mérieux. Et alors, ça c'est assez intéressant. On parle de Mérieux, et voilà ce que dit cette prof. Elle dit, au fond, Mérieux, peut-être en raison d'un complexe, mais il n'a pas suivi le cursus honorum de la méritocratie républicaine, n'est titulaire d'aucun grand concours de l'enseignement. Donc là, en fait, on voit quand même que toutes les grandes figures de l'enseignement, c'est pas que c'est des nuls, mais bon, ils sont pas non plus arrivés très très, très haut. Et puis après, vous dites, le pédagogisme, c'est comme la barbe à papa, il suffit d'un zeste d'humilité pour que ça retombe. C'est-à-dire que finalement, toutes ces théories, ça tient pas. Il suffit d'un coup de vent pour que ça retombe. Exactement. Alors c'est Nicole donc qui est interviewée. C'est Nicole qui parle. Voilà, c'est Nicole qui parle. Et j'ai tenu à ce que son témoignage soit en effet au début du livre, parce que vraiment il donne la perspective historique. Parce que c'est quand même une enquête, c'est une histoire, c'est une généalogie que je raconte au moins dans le premier chapitre. Et elle, c'est une pédago repentie. Elle explique que, alors elle était, on appellerait ça gauchiste aujourd'hui, dans le sillage de mai 68, et elle raconte qu'en fin de compte, elle a fini par abandonner les théories les théories du pédagogisme, sans trop de mal en fait, parce qu'elle explique que finalement ce qui lui permettait de pratiquer son métier correctement, c'est que d'une part, elle aimait le savoir qu'elle voulait transmettre à ses élèves, elle, en l'occurrence les sciences naturelles, à l'époque on appelait ça comme ça, et deux, elle explique que ce qui lui permettait de tenir ses classes, c'est pas du tout les théories pédago à la mort moelle-neu, c'était simplement que elle avait été formée à la bonne vieille école républicaine et que elle avait été éduquée selon de vieux principes d'éducation par ses parents, et que c'est ça qui lui permettait de tenir ses classes. Ophélie Roch. Oui, moi je pense que ce qui a fait le plus de mal finalement à l'école, en effet, derrière l'étiquette du pédagogisme, c'est de vouloir faire croire finalement à chaque enfant, et donc aussi à leurs parents, que chaque enfant est non seulement unique, ce qui peut être vrai, mais là en fait tout est basé autour de, comment dire, comme si chacun était un petit trésor. Or, en fait, le problème, c'est que cet individualisme qu'on va retrouver d'ailleurs tout le long de l'enfant devenu adulte, c'est-à-dire cette incapacité finalement à se plier à des codes et à des normes, parce que finalement, ils ont toujours eu l'impression que c'était à la société à s'adapter à eux et pas à eux à s'adapter à la société. Et ça, c'est vrai que nous, on le voit énormément avec certains dispositifs. Moi, je pense que l'école est malade du trop plein d'aménagements. C'est-à-dire qu'il y a des aménagements nécessaires avec des PAP, avec des vraies pathologies. Les PAP, pour ceux qui savent pas. Alors, les PAP, en fait, c'est des programmes qui sont faits par la MDPH, qui est la maison, en fait, des handicaps, et qui dit, je sais pas, tel enfant, par exemple, il y a une dyslexie qui est reconnue, il faut des aménagements, parce que sans cela, l'école n'est pas juste pour lui. Donc, il y a des choses qui parfois peuvent vraiment faire sens. Et puis, on a ce qu'on appelle les aménagements un peu dits de complaisance, c'est-à-dire, mon enfant n'arrive pas vraiment à retenir les terminaisons des verbes. C'est pas parce qu'il les apprend pas, c'est parce qu'en fait, sans doute, il est HPI sans le savoir. Donc, il faudrait pas le noter. C'est exactement les termes qu'il y a dans la lettre de c'est ce qu'on a. Moi, je crois que... Vous en avez souvent ?
Mais des HPI, mais chaque année on en découvre. C'est depuis que ce terme a été popularisé par une célèbre série qui passait sur TF1, des enfants HPI, mais si on écoutait les parents, je crois que la moitié de ma classe est HPI en fait. C'est juste que ça se sait pas et ça ne se voit pas. Mais au fond, ils en sont persuadés. Donc, il y a vraiment un vrai souci. Et moi, je pense que j'ai eu des classes dans le public ou parfois, pour que les gens se rendent compte, donc j'avais des classes avec 6 élèves en grande difficulté, c'est-à-dire des élèves parfois qui ont des vrais problèmes psychiatriques, et on en avait 20 qui avaient donc des aménagements obligatoires donnés par Je vous avais dit que si on lui donnait la parole, ce serait terrible. Hein. Je finis juste là. Mais c'est juste pour expliquer que ce qu'il raconte dans son livre, non seulement c'est toujours d'actualité, mais c'est de plus en plus vrai. Et en effet, on a une vingtaine d'enfants parfois dans le public par classe qui ont tous besoin d'aménagement. Mais le professeur, c'est un professeur à la base. Une question qui s'adresse à vous deux, à la fois à vous, Ophélie, et Mathieu Grimpret, et c'est aussi le début de votre conversation avec Nicole. Vous remarquez en fait au début de la conversation que elle, il y a 30 ou 40 ans, bénéficiait d'un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne, puisqu'elle appartient à cette génération de profs qui gagnait 2,3 fois le SMIC en 1980. C'est 1,2 fois le SMIC en 2021. Est-ce que c'est pas ça le nœud gordien aujourd'hui? On paye pas assez les profs, donc il y a de la démotivation, et donc on prend, c'est comme un numerus clausus, c'est-à-dire qu'on prend, j'allais pas dire je vais pas regarder Ophélie quand on dit on prend les plus nuls, mais on prend des profs qui sont, elle va se commencer à pleurer. Oh non, ça me fait ricaner, vous savez. Non mais vous avez peut-être vu je veux dire, moi, je vais vous dire, je connais un établissement scolaire où on sait que la nouvelle prof de CP fait des fautes d'orthographe. C'est ça aussi le problème, Mathieu Grimpret. Alors, c'est en effet l'un des problèmes fondamentaux. Je dirais que ça participe d'un mal-être, entre guillemets, de la profession enseignante, qui conduit certains, là c'est aussi un point que j'explique dans le livre, à développer une espèce de haine de soi. C'est-à-dire qu'ils refusent d'être et des adultes et des profs. Donc, être un adulte, ça veut dire qu'on se pose comme tel face à l'enfant et qui est exposé à ses frustrations, et on accepte de s'opposer éventuellement à l'enfant. Et la haine de soi des profs qui refusent d'être profs, c'est-à-dire qu'ils refusent d'être des dépositaires d'un savoir. C'est-à-dire qu'ils refusent d'entrer dans une relation de hiérarchie avec l'élève. Et c'est indispensable. Et c'est incontournable. La transmission du savoir implique une hiérarchie. Le maître sait plus que l'élève. Alors vous avez tous ces discours qui consistent à dire oui, j'apprends beaucoup de mes élèves, j'ai plus appris d'eux qu'ils apprennent de moi, etc. Bon, on voit bien ce que ça peut vouloir dire, c'est pas complètement idiot, mais ça traduit le refus de se positionner comme un professeur qui détient une légitimité et une autorité, celle du savoir. Merci beaucoup Mathieu Grimpret, merci d'avoir été avec nous. Le reste c'est dans Bullshit Bienveillance, c'est publié chez Magnus, enquête sur la psychologie positive à l'école.